Lundi 17 octobre 2022, à la librairie Ombre Blanche, le psychologue et écrivain d'origine libanaise, Paul Audy, s'entretenait avec Yves Le Pestipon à propos de son ouvrage intitulé « Troublante identité », publié chez Stock. Un autoportrait philosophique dans lequel l'auteur affronte le problème de l'identité dans une analyse rigoureuse et sensible des mécanismes de la honte, de l'asservissement au regard des autres et de la haine de soi. Bonne écoute à toutes et à tous. Voilà, bonsoir. Je suis tout à fait heureux de vous voir en nombre déjà un petit peu significatif à la librairie pour recevoir Paul Audy, qui est un auteur à la fois bien connu et méconnu. Méconnu parce que moi, quand j'ai lu son livre, je ne m'attendais pas à ce que j'allais trouver dedans, précisément. Voilà, donc c'est un livre différent d'autres livres de Paul Audy. J'étais dans l'idée d'avoir affaire à un philosophe, largement édité aux éditions Verdier, parfois un peu compliqué, réfléchissant sur la compassion, sur la création, sur l'esthétique, voilà, en séparant le mot, et rempli d'allusions philosophiques, donc qui exige un travail de réflexion. Or, là, je tombais sur quelque chose qui était un peu différent et qui, pour moi, faisait suite à deux choses, qui était une lecture dont on parlait tout à l'heure en buvant un verre d'Antoine Compagnon, un livre très récent qui s'appelle « La vie derrière soi », où il revient un petit peu sur lui-même et sur son œuvre et prend le risque de se débragueter un petit peu, faire un peu autre chose que ce qu'est d'habitude Antoine Compagnon. Et puis aussi, comme je fais aussi des émissions de radio qui s'appellent Les Premières Phrases sur Radio, je venais de faire la première phrase de La Promesse de l'Aube, qui est « C'est fini ». Et quel bonheur! Effectivement, soudain, je tombe sur une sorte de suite de La vie derrière soi, une chose qui se complète, et quelque chose qui termine presque, ce livre termine presque par c'est fini. Pas tout à fait, parce qu'on verra un petit peu. Donc, quant à moi, Paul Audy, c'était à la fois quelqu'un de connu, parce qu'effectivement, j'ai lu 5 ou 6 livres de lui, très bien, et c'était un excellent livre à conseiller aux cagneux, en effet, parce qu'il y a une réflexion en profondeur extrêmement sérieuse sur des questions ayant trait à la création en particulier. C'est un des aspects qui met le plus cher dans son œuvre, et aussi sur la question de l'éthique. J'ignorais absolument qui il était, sauf que j'avais vu sa photo, et d'ailleurs je ne sais toujours pas qui il est, heureusement d'ailleurs, peut-être ne le sait-il pas, et ce que je sais, c'est qu'il a écrit un livre qui s'appelle donc « Troublante identité », qui n'est pas chez ses éditeurs habituels, puisque là, c'est un éditeur, on peut dire, commercial en quelque sorte, Stock, donc quelque chose d'autre. Et alors, je voudrais éventuellement commencer par une question complètement idiote peut-être, voilà, c'est comment vous désireriez qu'on dise que vous êtes ce que vous êtes? Enfin voilà, comment désiriez-vous qu'on dise qui vous êtes? Parce que non pas qui vous êtes, mais comment désireriez-vous? Parce que c'est là qu'est le point de complication. Justement, tout le problème est là, c'est-à-dire qu'à force d'entendre la question posée, je me suis toujours dérobé devant cette question. J'ai trouvé des échappatoires. Je ne voulais absolument pas qu'on puisse m'identifier à partir d'une provenance ou d'origine ou de racine quelconque. Je voulais qu'on puisse prendre acte de celui que j'étais devenu. Et celui que j'étais devenu, je pouvais l'identifier en disant simplement philosophe. Ça me suffisait. Bien que pour un philosophe, répondre à cette question comme ça, c'est très compliqué. Un philosophe sait qu'il est dans un inaccomplissement structurel. C'est-à-dire qu'il n'est jamais véritablement devenu philosophe. Il est en train de le devenir. Il est dans un processus constant d'étude et de réflexion et d'approfondissement de sa propre pensée, qui fait que l'identification même philosophe pose problème pour lui. Donc souvent, un philosophe accompli, qui a une œuvre, une pensée déployée, même une pensée qui fait école, est quelqu'un qui aura tendance peut-être à dire je suis professeur de philosophie, plutôt que de dire je suis philosophe.
Mais ce n'est pas par modestie, en fait. C'est uniquement parce qu'il a conscience que répondre ainsi arrête un processus qui a commencé longtemps avant et qui risque de se continuer longtemps après. Donc, à chaque fois que l'on répond à la question qu'est-ce que vous êtes, on a envie de se réfugier dans la question qui vous êtes, qui n'est pas tout à fait la même déjà. Et puis, à la question qui vous êtes, on cherche à ne pas répondre avec une réponse qui est d'un ordre général. Qui êtes-vous? Je suis français, je suis américain, je suis mexicain. Reste une réponse générale, puisqu'il y a beaucoup de Français, beaucoup d'Américains et beaucoup de Mexicains, et ça ne vous identifie pas en propre véritablement que de répondre ainsi. Et toute la question du qui est celle qui cerne l'énigme de la singularité. Et la singularité, c'est pas l'identité. Alors on aura peut-être l'occasion d'y revenir ce soir, mais d'emblée, si vous voulez, il y a une réticence à répondre à la question de l'identification, parce qu'on sait qu'on est toujours plus que ça. Et donc, il y a une gêne, un embarras. Et pourtant, vous parlez dès les premières lignes de carte d'identité. Vous êtes un peu gêné par la carte d'identité, ce qu'on vous demande d'être sur la carte d'identité. En même temps, justement, cette question de l'identité est posée, puisqu'il y a des tas de gens qui disent « je suis sans papier, je veux avoir une identité oui. ». Alors, soit une identité nationale, soit autre chose. Oui. Et donc, le titre même, en mettant en valeur cette question d'identité, va sur... En dehors de votre personne, parce que le livre a une dimension autobiographique, mais aussi une dimension politique, une dimension éthique, et puis une dimension esthétique en réalité, parce qu'il y a une écriture particulière. Bon, cette question de l'identité, chez vous, comment elle se pose vraiment? Alors, l'identité est une bonne chose. Chacun en a une, chacun la revendique, chacun l'affirme comme il estime devoir le faire. Il n'y a pas d'opprobre à jeter sur le principe identitaire. Il y a juste le fait que ça restera toujours insuffisant. Et qu'il faut le compléter par autre chose qui nous est propre. Et donc, je me suis débattu très tôt avec cette question-là, pour des raisons qui sont autobiographiques, on va en parler peut-être, mais ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre, qui n'est pas tout à fait un récit autobiographique au sens propre, mais plutôt un essai autobiographique au sens où j'essaye de réfléchir sur ce qui m'est arrivé dans mes rapports avec cette identité multiple que j'avais et qui, à partir d'un moment donné, pour une raison très précise, que j'essaye de cerner et sur laquelle nous allons discuter, m'est apparu insupportable. Alors, un des indices de cette identité provenance, si vous voulez, était inscrit sur mes papiers d'identité. Alors, j'avais toujours beaucoup de réticence à les sortir, à les montrer. Même, je raconte dans le livre que quand on fait carrière universitaire comme j'ai essayé de le faire, il y a à chaque fois il y a une notice à la fois biographique et bibliographique. Et je faisais en sorte que la notice biographique soit la plus courte possible et la notice bibliographique très longue, de telle manière à ce qu'on ne voit pas à quel point j'avais écourté la notice biographique. Voilà, enfin, j'ai éprouvé très longtemps, depuis l'adolescence, une gêne, un embarras à être ramené au lieu de ma naissance.
Alors moi, ce lieu de la naissance, je ne le connaissais pas, Ouais. mais je reviens sur le mot université parce que ce qui me frappait chez vous, c'était plutôt la diversité d'abord, la diversité de l'œuvre. Parce qu'en effet, bon, on va dire un philosophe universitaire, on va dire, en supposant spécialiste d'Heidegger ou de la question du temps ou je ne sais quoi. Et vous, quand je parcours votre œuvre, ce qui me frappait, c'est qu'une fois vous parlez de Mallarmé, une fois vous faites un livret d'opéra, une autre fois vous parlez de Nietzsche, ailleurs vous parlez de création, etc. Ouais. Et donc, je vois très bien quelque part le paysage de l'universitaire sévère qui va dire ce type il est spécialiste de rien, donc il parle de tout, enfin voilà. Et Oui. donc ce qui me frappait, c'était effectivement ce côté diversitaire, cette recherche un peu comme d'autres d'ailleurs, comme Michel Serres ou bien d'autres, qui allait de tous les côtés, enfin de plein de côtés à la fois. On sentait bien qu'il y avait une unité, mais une recherche dynamique de ne pas être enfermé dans un auteur, dans un thème, une question. J'ai dit la compassion tout à l'heure, Oui. vous n'avez pas fait 25 livres sur la compassion. Il y a un moment, on en parle. Et là, c'est quelque chose qui me frappait, c'était un philosophe qui n'était pas un professeur d'université, mais presque de diversité. Ouais, c'est une jolie formule. Écoutez, je n'ai pas tout à fait la même perception que vous. Et je suis content d'ailleurs que vous ayez cette perception-là, parce que moi, j'ai toujours eu le sentiment que j'avais toujours écrit le même livre. J'en ai écrit de très nombreux, c'est vrai, mais j'ai toujours eu l'impression que je reprenais éternellement la même question, que je traitais peut-être à travers à chaque fois un canal différent, mais que la question des liens entre l'éthique et l'esthétique était une question qui m'a préoccupé toute ma vie. Enfin, pour le dire de manière un tout petit peu générale, les liens qui se sont noués dans notre civilisation occidentale entre le bien et le beau sont des liens qui sont fondamentaux, qui donnent corps à la philosophie grecque, mais qui donnent corps en fait à toute la philosophie occidentale. Et de ce point de vue-là, c'est une question qui m'a toujours hanté. Non pas qu'il faille réduire le bien au beau ou l'inverse, mais la tension entre les deux constitue l'axe de notre culture, enfin celle à laquelle nous rapportons en permanence. C'est en ce sens-là que j'ai eu le sentiment d'écrire le même livre, même si dans tel livre je traite de Rousseau et dans tel autre de Mallarmé, ou dans le troisième de Paul Celan. Ça s'est passé comme ça pour moi. Mais alors effectivement, quand on regarde ça du point de vue de la réception, si j'ose dire, on verra plutôt une diversité plutôt qu'une unité. Oui. Alors moi Ouais. j'ai été frappé par ce rapport entre l'esthétique et l'éthique, on va dire, ces questions que vous posez dans votre œuvre. Et alors, comme j'étais un peu idiot, et je croyais qu'avec votre nom, Paul le dit, je m'étais vaguement imaginé que vous étiez italien. Voilà, bon, c'était idiot, mais c'était comme ça parce que le nom finit en I, comme macaroni ou je ne sais quoi. Mais il m'est arrivé de répondre comme ça. Voilà, ouais. je crois qu'on vous a dit ça. Et alors je me suis dit, bon, il est normal puisqu'il est un peu italien, donc c'est le monde de la beauté. Et puis la France, c'est toujours le bien, le mal, etc. Voilà. Je me suis dit, tiens, on a vraiment un passage comme ça qui est intéressant. Et en fait, lisant votre livre, mais j'aurais dû le savoir avant, je vois apparaître Liban. Liban, et bon, j'avais pas un instant pensé Liban, puisque je ne m'étais pas préoccupé de votre biographie, sauf qu'il y avait des livres qui apparaissaient ici ou là. Et effectivement, le Liban... nous, les Français, on a une immense sympathie en général pour le Liban. Elle est partagée. C'est un pays quand même si j'ai jamais été au Liban, mais tout le monde aime le Liban, etc. Et vous, ce qu'on découvre dans le livre, c'est une douleur qui nous surprend, enfin qui me surprend en tant que lecteur, une douleur d'une origine libanaise qui... pour nous, on va dire le Liban, le pays du cèdre, ancien territoire un peu français, l'espèce de liberté à l'intérieur du Moyen-Orient, etc. Et puis pays où ils se battent tout le temps, on n'y comprend rien, mais enfin bon, c'est pas trop grave, ils sont loin, voilà. Et voilà une espèce d'image idiote qu'on a. Et puis le mont Liban, la Bible, enfin le cèdre, enfin tout ça. Donc une image plutôt sympathique, même si on est inquiet de ces guerres successives du Liban.
Et vous nous parlez de vous, dans cette relation avec l'origine libanaise, là j'aimerais que vous donniez un peu quelques précisions, et d'une douleur, parce que le livre, quand même, est habité par une très forte douleur, et presque une sorte de folie, même. Enfin, on sent une douleur très forte dans votre vécu, quoi, quelque chose d'insupportable. Écoutez, il m'a fallu d'abord attendre presque 60 ans pour que je puisse écrire ce que j'ai écrit. Pour comprendre ce rapport à cette identité honteuse ou bien cachée, il faut qu'on entre peut-être dans ce que j'ai appelé dans le livre le syndrome du naturalisé. Alors, c'est très particulier, cette affaire. Elle est très compliquée. Le naturalisé, et j'ai été naturalisé à l'âge de 12 ans. Je suis arrivé en France d'abord la première fois à l'âge de 8 ans, puis je me suis installé réellement avec ma famille à l'âge de 11, et j'ai été naturalisé un an plus tard, de manière en fait presque automatique pour moi, puisque j'étais tout jeune et je n'ai fait aucune démarche. Mais ma mère a fait les démarches pour nous et nous sommes devenus français. À partir de ce moment-là, j'ai vécu mon arrivée en France comme quelque chose d'absolument définitif. C'était une arrivée qui avait été programmée par ma mère qui n'avait jamais aimé le Liban et qui avait toujours, qui a élevé ses 3 enfants dans l'idée qu'ils partiront un jour et qu'ils se retrouveront dans le seul pays qui comptait pour elle, à savoir la France. Et d'ailleurs, j'ai consacré 3 livres dans ma vie à Romain Gary. Parce que justement, vous avez cité La promesse de l'aube, mais dans La promesse de l'aube, Romain Gary raconte que sa mère lui disait, alors qu'ils étaient encore en Pologne et qu'ils n'avaient jamais vu le rivage de la Méditerranée à Nice, où en fait il arrivera à l'âge de 14 ans, tu seras ambassadeur de France, tu seras écrivain français, etc. Et mon attachement à l'œuvre de Gary, et même à la figure de Gary, est né justement du fait que la phrase de la mère de Gary faisait étrangement écho à ce que j'avais entendu moi-même lorsque j'étais petit. Et donc, en arrivant dans ce pays, j'ai eu le sentiment immédiat que c'était le mien. Alors que je le connaissais assez peu. Mes parents avaient acheté une maison en Normandie en 1972, j'avais 8 ans, et nous passions 3 mois en Normandie, j'avais aucun ami, je ne connaissais personne, et je passais en fait mes journées au mois de juillet à regarder la télévision. Il n'y avait pas beaucoup de chaînes à l'époque, mais il y avait le Tour de France. Et ce Tour de France a été quelque chose de tout à fait extraordinaire pour moi. Le Tour de France, je l'ai vécu entre 8 ans et 12 ans, comme si j'assistais au tour de mon propre pays. Donc j'apprenais les villes, mais j'avais le sentiment que je les connaissais. Albi, Toulouse, Montpellier, Perpignan, l'école, enfin tout ça était incroyablement familier. Alors pourquoi ? Je n'en sais rien. C'est une énigme absolument fascinante. Et cette énigme est tellement forte que elle m'a fait vivre dans une forme de schizophrénie. Et à peine arrivé de manière définitive, parce que lorsque la guerre a éclaté au Liban en 1975, mes parents avaient décidé de nous scolariser ici de manière définitive. Et donc, je savais que je ne verrais plus le Liban avant bien longtemps. Mais ce qu'il y a eu de très curieux, c'est que j'ai connu un phénomène psychologique
très, très troublant, c'est que j'ai perdu tous mes souvenirs d'enfance, d'un coup. Je n'en ai plus eu aucun. Je ne pouvais plus me raccorder à ce que j'avais vécu pendant les 10 premières années de ma vie. Alors c'est très, très, très surprenant. Et ça m'a joué un tour pendable, un tour grave, parce que lorsque je me suis passionné pour la littérature à l'âge de 16 ans, 17 ans, lorsque j'ai découvert la lecture, que j'y ai trouvé refuge, je me destinais à devenir romancier. En fait, je n'avais qu'une idée, c'était d'écrire de la fiction. Et je n'ai jamais pu écrire de la fiction à cause de ça. Parce que cette mémoire, ou cette première mémoire, cette proto-mémoire, si vous voulez, celle en fait, dont on ne garde aucun souvenir, mais qui est le soubassement en fait, de notre mémoire, celle des premières années, même avant même que l'on prenne la parole et que l'on sache parler, et je n'y ai pas accès. Et pour déployer un monde imaginaire, il faut absolument avoir accès à cela. Même si on ne fera rien de ces souvenirs qui n'en sont pas vraiment, mais il y a un canal tout à fait particulier qui se noue entre cette mémoire originelle et l'imagination. Prenant acte du fait que je n'avais pas accès à cela comme un handicap, une sorte de, je sais pas, j'avais un pied en moins, un membre en moins, à ce moment-là, je me suis tourné vers la philosophie, où là, il y a autre chose qui se joue. Ça se joue toujours dans l'écriture et par elle, mais la langue du concept, c'est autre chose. Et d'ailleurs, c'est lié aussi à mon histoire identitaire. Je reviendrai ensuite sur le syndrome du naturalisé, mais il y a un lien parce que, en fait, quand on fait de la philosophie, quand on écrit de la philosophie, quand on pense en philosophe, en fait, on pense dans une langue qui est à l'intérieur d'une autre langue. C'est un idiome très, très particulier, qui, lui, n'a pas d'accent, qui n'a pas de racines, qui n'a pas de connotation géographique, à peine quelques connotations historiques, mais bon, elles sont complexes et très brouillées. Et donc, moi, je me suis retrouvé dans cette langue, dans la langue, si vous voulez, comme une sorte de muséum de protection pour ne pas même faire entendre une pointe d'accent. Et donc, il y a aussi, enfin, vous voyez, tous les choix qu'on fait dans la vie ont tous des racines dans des aventures anciennes. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que j'ai essayé de tracer mon chemin dans la vie en évitant l'écueil des origines. Alors, pourquoi est-ce que j'ai évité l'écueil des origines? À cause de ce syndrome très particulier qui fait que le naturalisé est quelqu'un qui est né 2 fois. En fait, contrairement aux autres, il naît 2 fois, c'est-à-dire qu'il naît dans un premier pays avec une langue, avec une identité nationale donnée, avec des attaches, avec une famille, et puis d'un coup, il est transplanté ailleurs et doit épouser une autre identité, une autre culture. Alors, il a véritablement le sentiment que il est mis au monde 2 fois, c'est-à-dire qu'il a un double rapport au monde. Il a un premier rapport au monde qui est lié à sa naissance biologique, et puis ensuite, beaucoup plus tard, quand il a atteint l'âge de raison, d'un coup, il doit affronter un autre rapport au monde,
Et donc, il va adopter une sorte de grille de lecture qui est fonction des normes et des valeurs du pays d'adoption. Et souvent, lorsqu'il est recueilli dans un autre pays, il est reconnaissant à cet autre pays d'avoir ouvert ses bras pour lui. Et donc, entre une sorte de rapport de loyauté vis-à-vis de cette mère d'adoption, et cette loyauté, elle peut prendre une tournure totalement névrotique. Enfin, elle peut aller très très loin. C'est-à-dire qu'on peut vouloir sacrifier absolument tout le reste pour toujours donner des gages ou des signes de bonne tenue ou de bon comportement vis-à-vis de la mère d'adoption. Donc on va adopter les normes, les valeurs, les critères, et on va essayer de se débarrasser de tout ce qui est antérieur. Alors, ça amène parfois le naturalisé à faire une forme de surenchère. Il veut en quelque sorte être plus français que les Français ou plus américain que les Américains. Il en rajoute, il veut absolument montrer que là, de ce point de vue-là, il a véritablement mérité d'avoir été adopté. C'est une structure mentale très, très, très contraignante. Hein. Alors, on s'en accommode très vite parce qu'en fait, on est comme dans la caverne de Platon, c'est-à-dire qu'on ne voit pas qu'en fait, on a affaire à des ombres, on pense que les ombres sont les réalités. Il faut du temps pour sortir de la caverne, pour voir que en fait, il y a une autre réalité, et puis quand on revient dans la caverne, on voit les choses autrement. Donc, il m'a fallu un certain temps, moi-même, pour m'apercevoir que cette surenchère identitaire avait une part d'aliénation, si vous voulez, de quelque chose qui pesait tellement fortement sur moi que j'en venais au fond à être injuste envers mon propre passé, injuste envers peut-être les origines de mes parents, injuste envers tout ce que j'avais reçu sans l'avoir demandé, au nom de ce que je me donnais moi-même. Et donc, tout ça fait l'objet de ce récit, si vous voulez, où j'essaye d'analyser ce qui m'est arrivé. Alors, lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, alors il commence sur un ton, vous avez raison de dire qu'il y a un ton de colère, hein, il y a quelque chose qui peut paraître pas très agréable. Et puis, et puis le lecteur, je pense que le problème de cet auteur en particulier, c'est sa libanité. Alors là, c'est absolument catastrophique pour lui parce que, en fait, il dit qu'il en a honte. Mais qu'est-ce que c'est avoir honte ? C'est en fait être dans une impossible séparation. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'il aimerait, en fait, ne plus en entendre parler. Une fois pour toutes, ce serait tellement mieux. Mais non, il est en quelque sorte ramené vers cela, soit par les autres, soit aussi par la force des événements. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très, très pénible pour les Libanais, c'est qu'ils sont constamment ramenés à une situation qui ne les laisse pas tranquilles. Il se passe tout le temps quelque chose de désastreux dans ce pays. Et donc, on ne peut pas être indifférent. C'est absolument impossible. Et donc, cette impossible séparation, elle pose un problème et se traduit par une forme de honte. Je ne veux pas en entendre parler, je ne suis pas à cela, ne me ramenez pas à cela. Et puis, il y a une sorte de redoublement ensuite de la honte elle-même, parce que quand on veut la subir éternellement, eh ben, on va vivre une vie absolument malheureuse, on ne va jamais pouvoir avoir la paix. Mais
quand on impose à cette honte une honte, c'est-à-dire que quand on a honte d'être honteux, à ce moment-là commence un travail de soi sur soi, si vous voulez, qui essaye de surmonter cette honte, et la seule façon de le surmonter est d'en expliquer le mécanisme. Et expliquer le mécanisme de cette honte permet justement d'entrer dans ce type très particulier de rapport identitaire qui est lié à la naturalisation, mais aussi permet de comprendre ce que c'est au fond qu'une identité. C'est quoi ce truc qui hante tout le monde, obsède tout le monde, devient même un thème politique? Qu'est-ce que c'est que ce petit phénomène qui peut à la fois rendre fier, rendre honteux, rendre heureux et rendre malheureux? Qu'est-ce que c'est que cette question-là? Voilà, donc... Alors là, il y a plein de je crois choses. que j'ai beaucoup parlé là. Ah non, non, mais vous êtes là pour parler. D'accord. Voilà, ça c'est très bien. Et puis, pour écrire aussi le livre. Et il y a un aspect, comment dire, dans ce que vous évoquez, la honte, etc. Il y a un aspect quand même de critique politique positive du Liban. Alors moi, ça m'a intéressé, bon, parce que effectivement, vous dites un certain nombre de choses sur la démocratie ou la République qui ne peut pas fonctionner au Liban, pour donner un certain nombre, et vous donnez un certain nombre de raisons qui sont intéressantes et qui sont d'autant plus intéressantes que elles ne sont pas, quand on lit les livres, locales simplement parce que c'est le pays du cèdre, mais on se dit c'est peut-être aussi quelque chose qui, dans le cadre d'une sorte de libanisation générale du monde, qui est assez inquiétante. En tout cas, effectivement, il y a une critique là, du philosophe, parce que c'est pas simplement que vous n'aimez pas au Liban, je sais pas moi, le couscous libanais ou je sais pas quoi, c'est pas pour une raison pour ça, c'est quand même une raison politique profondément. Oui, voilà. Oui, Et, je n'ai pas de, voilà. je n'ai pas de critique culturelle parce que j'ai pas eu accès à la culture libanaise. En fait, je ne parle pas la langue. Je ne parle pas l'arabe, donc c'est un problème pour moi, si vous voulez. Je suis retourné assez souvent au Liban, mais c'est un accès barré, si vous voulez. Et c'est un accès barré qui ne me permet pas véritablement de comprendre la culture de l'intérieur. Et d'ailleurs, dans le livre, il n'y a pas d'éléments, on va dire, sensibles sur le Liban, une couleur particulière, des odeurs de je ne sais quoi. Enfin, non, il y en a beaucoup plus sur la France. C'est exactement, voilà. Beaucoup plus, évidemment. Non, la critique qui a ajouté en fait à ma honte, c'est que à partir d'un certain moment, au sortir de l'adolescence, je n'ai plus pu m'intéresser à ce qui se passait au Liban, dont je n'entendais parler que sur le plan des événements politiques. Je n'ai plus pu m'y intéresser que avec un regard français. C'est-à-dire que c'est à travers ce que je comprenais de la politique, comme un Français peut comprendre la politique, que je jugeais de la réalité politique libanaise. Et en fait, ça m'a aliéné énormément de personnes libanaises que je connais, que je fréquente, parce que je n'arrive pas à voir les choses de leur point de vue exactement. Je les regarde à partir d'un prisme qui est celui qui m'a été enseigné. Et donc, en plus de cela, il se trouve que j'ai passé plus de 30 ans de ma vie à lire et travailler Jean-Jacques Rousseau. Et donc, si vous voulez, le prisme qui est le mien est un prisme rousseauiste que j'essaye de faire passer à travers quelques pages du livre. Mais ça fait que ma critique du Liban et des institutions libanaises est une critique distante. Mais en même temps, elle peut être un peu plus clairvoyante que ceux qui sont malheureusement pris dans cette réalité-là et qui en souffrent, en fait, le martyre au quotidien. Oui, parce que vous ne critiquez pas tel ou tel personnage, mais au fond un système. Oui. Hein, voilà. Oui. Et ce système, c'est même plus qu'un système politique. Enfin, c'est vraiment une manière de penser, d'organiser l'État, véritablement. Voilà. C'est ça. Et c'est ça que c'est vraiment intéressant, oui. en dehors même du cas du Liban, presque.
Bah, écoutez, je vous remercie de dire ça parce que c'est effectivement, il y a en creux une sorte d'éloge de la démocratie telle que je souhaite la voir régner partout. Euh, et évidemment, le Liban, qui n'est qu'une démocratie virtuelle, si vous voulez, ou simplement formelle, est un pays qui est gangréné par un système clientéliste, à composante féodale, et qui est devenu aujourd'hui la propriété de clans qui sont des mafias. Donc, effectivement, dans la critique, mais ce n'est pas l'objet du livre. Enfin, il y a un chapitre là-dessus où j'essaye de montrer comment être citoyen libanais, c'est à son corps défendant être dans une situation où l'on ne peut que nier la liberté de son concitoyen. Alors ça, c'est quelque chose que les Libanais ressentent et qui est extrêmement douloureux pour eux, mais ils n'arrivent pas à en sortir. Ils n'arrivent toujours pas à en sortir. C'est relativement intéressant pour nous aussi, parce qu'effectivement, on a un petit peu le sentiment, je ne vais pas reprendre Sandrine Rousseau, des choses comme ça, en France maintenant, qu'il y a effectivement quelque chose comme ça, nier la liberté d'eux et tout ça. Mais tout de même, dans votre affaire, le cœur du livre, et le cœur un peu paradoxal du livre, c'est que dans votre vie, vous êtes ramené au Liban. Par un attachement très fort, écoutez, inattendu quelque part. Oui, tous les calculs sont déjoués par Eros, si on veut. Je ne sais pas. En fait, je vais vous faire un aveu, parce que là, on n'est pas, on est entre nous, mais j'avais écrit une première version de ce livre qui était un peu plus courte, et je l'ai fait lire à une amie, qui est une romancière française, qui m'a dit, mais Paul, on ne comprend rien à ton histoire si tu ne racontes pas ce qui t'est arrivé depuis que tu t'es marié. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Voilà. Et donc j'ai dû surmonter une forme de pudeur, parce que je n'aime pas du tout raconter ce qui m'arrive. Mais bon, j'y ai consacré 3 pages sur 350, donc ça va. Mais j'ai simplement dit que... Mais oui, mais alors, ce qui s'est passé, et c'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est-à-dire avec toutes mes préventions, toutes mes crispations, finalement, j'ai fini par épouser une Libanaise. Alors c'est ça, c'est quand même incroyable. Et cette Libanaise que j'ai rencontrée à Paris, et qui me paraissait la moins libanaise des Libanaises, finalement a eu elle-même un destin incroyable. C'est que, elle est... En fait, c'est une Libanaise... comme on dit, levantine, au sens où elle a un père d'origine italienne, elle a une mère d'origine grecque. Enfin bon, ce sont tous ces Européens qui se sont déplacés sur le pourtour de la Méditerranée et qui ont élu domicile à un moment donné, entre le 18e et le 19e, dans cette partie du monde. Bon, elle fait partie de cette famille-là. Bon, très bien. Je la rencontre à Paris, et puis, elle a un père qui est un industriel au Liban, et ce père meurt à l'âge de 69 ans d'un cancer foudroyant, et le destin de ma femme a basculé du jour au lendemain, parce qu'elle a dû retourner au Liban, qu'elle avait quitté 25 ans auparavant, même, pour s'occuper de la liquidation des affaires de son père. Et cette liquidation dure depuis, c'est-à-dire que ça fait maintenant 32 ans que nous sommes mariés, et donc elle y est allée chaque semaine pendant 5 jours. Donc elle partait les lundis, elle revenait les vendredis. Nous avons 3 enfants.
Et moi, je m'occupais d'eux à Paris et elle partait là-bas. Et donc, ça m'a amené en fait à revenir au Liban. Donc, c'est un sacré coup du sort. L'inconscient est quand même peau de vache. Mais là, je me suis retrouvé retournant là-bas pour des séjours très brefs. Mais alors, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que je m'attendais à ce moment-là à retrouver toutes mes sensations et mes souvenirs d'enfance. Eh bien, je n'en ai retrouvé aucun. C'est quand même incroyable. J'allais dans des lieux où je savais que mes parents m'emmenaient pique-niquer là, qu'on allait chez des amis à dans tel ou tel village. Bon, aucune sensation, aucun souvenir ne me revenait. Et ça, ça a été très choquant pour moi, très très choquant. J'aurais souhaité que quelque chose puisse affectivement me rattacher. Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors je me suis dit que là, j'étais vraiment atteint, quoi. Non, mais qu'il y avait presque quelque chose qui était de l'ordre de la schizophrénie. J'en ai eu peur. Hein. Enfin, quand on vit dans un milieu de réflexion, si vous voulez, n'importe quoi qui vous arrive suscite en vous une très longue réflexion, vous posez des questions. Voilà, bon, ça s'est passé comme ça et c'est ainsi. Mais il se trouve que j'ai affaire à ce pays aujourd'hui à travers quelqu'un d'autre, mais enfin, nous sommes assez liés, si vous voulez, viscéralement liés pour que je me sente concerné. Et à chaque fois que j'y vais, je suis en colère. Je suis en colère pour les Libanais eux-mêmes, c'est l'éternel retour du même. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et ce pauvre pays connaît aujourd'hui une crise absolument monstrueuse, dont il ne se relèvera peut-être pas. Donc il y a à la fois beaucoup de compassion, mais aussi un désespoir complet. J'ai reçu une critique qui m'a blessé, où l'on a pensé qu'à travers ce livre-là, je reniais mes origines. Je ne renie rien, je ne peux pas renier le réel, il est là. En revanche, je suis obligé de dénier l'impact de ces origines sur moi. Ça ne veut pas dire renier, ça veut simplement dire que je suis divisé, quoi. Je suis divisé avec 90% d'un côté et 10% de l'autre, et que c'est une curieuse division. Quelque chose de très sartrien chez vous dans l'approche, parce qu'il y a quelque chose comme... il y a une injonction de l'identité, de l'origine, qui vous dit « soyez ce que vous avez été dans l'origine », c'est-à-dire libanais en ce cas-là, peu importe, juif ou autre chose. Mais soyez aussi français. Voilà, et soyez aussi français. C'est un autre sur moi. Voilà. Mais vous construisez une position de liberté. Oui, quelque part. Oui, enfin, mais en même temps, de liberté avec de la honte. Enfin... Ben, c'est cette impossible séparation dont je parlais, si vous voulez. Oui, il y a une prime que je donne éthiquement au devenir. Oui. Une sorte de supériorité du devenir sur l'être qu'on a été. Oui. Nous devenons quelque chose et nous sommes aux prises avec l'inconnu quant à nous-mêmes. Et cet inconnu quant à nous-mêmes doit primer, absolument. Alors, est-ce que c'est sartrien ? Peut-être, parce que je le cite pas mal dans le livre. Pas mal, oui. Oui. J'ai aimé le relire justement à l'occasion de l'écriture de ce livre, mais je pense que
il y a une sorte de litige, au fond, de tout problème existentiel entre l'histoire et le devenir. C'est pas tout à fait la même chose. Et donc, il faut aussi pouvoir s'opposer ou se dresser contre sa propre histoire au nom de ce que l'on n'est pas encore. Et est-ce que l'écriture, justement, parce qu'on vous définit là comme philosophe et écrivain, c'est pas le point de, non pas le point de jonction, mais le point mouvant entre l'histoire et le devenir, justement? Parce qu'il y a le côté histoire. Enfin... Alors, c'est ce que j'ai appris de Rousseau. Oui. Voilà, revenons à Rousseau. Oui, c'est ce que j'ai appris de Rousseau. C'est-à-dire que Rousseau, c'est ça. C'est exactement ce que vous dites. Prenons les Confessions, par exemple. Bon, c'est un livre extraordinaire, mais on le range habituellement dans les écrits autobiographiques. Bon, comme si Rousseau racontait sa vie, faisait le récit de ce qui lui est arrivé. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est un récit qui est mis au service de quelque chose. Il est mis au service de ce qu'il espère devenir grâce à cette mise en récit, grâce à cette auto-justification, parce que justement, il sait que ce qui a eu lieu et qui appartient au passé ne peut pas hypothéquer son propre avenir. Et donc, c'est au nom de ce projet où il est entièrement tourné vers l'avenir, vers ce qu'il deviendra et dont il ne sait rien encore, qu'il revisite son propre passé. Et c'est pour ça qu'en fait, il fait des choix dans la revisitation de son propre passé. Il ne raconte pas tout, Rousseau, mais ce qu'il raconte, au moins, il le raconte jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il n'a aucune complaisance avec lui-même. Il y va carrément. Il se met à nu, il s'humilie, il se flagelle, il admet sa honte, mais tous les épisodes qu'il raconte sont censés à chaque fois lui permettre de tirer une morale qui est une morale tournée vers la réconciliation avec le monde. Et donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, les Confessions est un modèle exceptionnel qui est l'illusion ou le leurre serait de penser qu'il y a une complaisance à parler de soi, alors que, en fait, s'il y a une seule complaisance chez Rousseau, c'est à parler de celui qu'il n'est pas encore. Et en fait, il est obsédé par ça. Qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Rousseau, d'ailleurs, était préoccupé par ces questions d'identité, puisqu'il était en quelque façon assigné à être citoyen genevois, voilà, pauvre homme, etc. Et il brise tout ça. Alors Rousseau, voilà. C'est vraiment un catalogue d'identifications multiples qui ont pesé d'ailleurs sur lui. C'est un transfuge de classe. Typique, si vous voulez, Rousseau, il passe d'une classe à l'autre, et en passant d'une classe à l'autre, bon, on a beaucoup parlé récemment du problème identitaire avec Annie Ernaux, par exemple, qui a eu le prix Nobel, et j'en suis personnellement extrêmement heureux. Je cite d'ailleurs Annie Ernaux dans ce livre, parce que justement, elle a parfaitement décrit le problème du passage d'une identité honteuse à une identité nouvelle, et comment elle-même a réussi à concilier sa provenance avec son devenir.
de ce point de vue-là, c'est un auteur majeur, je pense. Elle a touché au nœud de la question identitaire. Alors, ce n'est pas comme moi une affaire d'identité nationale ou ethnique, mais c'est une identité de classe. Et c'est très, très, très important. Même, elle va très loin parce qu'elle va jusqu'à adapter son écriture à une forme de loyauté vis-à-vis de sa provenance. Et ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que, en fait, elle mérite entièrement ce grand prix littéraire parce que son écriture même porte l'empreinte de ce trouble identitaire et de la manière dont elle le résout. Elle le résout parfaitement bien. Et donc, voilà, donc j'ai oublié la question que vous avez posée, excusez-moi. Non plus, voilà. mais peut-être une des différences entre votre cas, enfin entre le cas Annie Ernaux, le cas Rousseau et vous-même, c'est que bon, Annie Ernaux, sa identité, enfin originelle, est un petit peu pensée comme honteuse dans la société française parce qu'elle sort pas de la bourgeoisie et compagnie. Oui, c'est ça. Rousseau, ce n'est qu'un Suisse, voilà, etc. C'est ça. Mais vous, quelque part, le Liban, du point de vue en tout cas des Français, peut-être des Européens, c'est plutôt vu comme un pays sympathique, agréable, alors, la démocratie, enfin, etc. Au Liban. Enfin, il n'y a pas. Vous voulez que je raconte un épisode? Alors, racontez, parce que justement, c'est pour ça. Vous voulez que je raconte l'épisode que je raconte dans le livre? Bon, je suis arrivé donc en 1975, nous sommes revenus en France au mois de juillet. Comme on le faisait depuis 1972. On passait un quart de l'année en France et donc au milieu de l'été 75, mon père téléphone du Liban et dit à ma mère, écoute, je pense que les écoles ne vont pas rouvrir. Donc, autant scolariser tout de suite les enfants et puis on verra après ce qui se passera. Comme on était en Normandie, dans le département de l'Eure, il y avait un collège pas loin de la maison, qui est un collège tout à fait sinistre. On a été inscrits là, très 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 gentiment. D'ailleurs, ils nous ont scolarisés, ma sœur et moi, alors que on est allé les voir peut-être une semaine avant l'ouverture des classes. Donc mais à l'époque justement, la France était très très accueillante vis-à-vis de tous ces chrétiens libanais qui arrivaient et qui parlaient la langue et qui en plus étaient très très bons scolairement, donc voilà. Bref, on se retrouve dans ce collège et le professeur le premier jour me présente à la classe. Et alors il me présente à la classe. Bon, j'avais une petite expérience quand même de la réalité française, puisque, bon, je connaissais quand même un peu ce qui se passait. Et donc, le premier jour, il dit, voilà, alors nous avons un nouveau qui vient du Liban, qui est un pays arabe. Et en fait, je ne m'étais jamais rendu compte que le Liban était un pays arabe. Je ne m'étais jamais rendu compte. C'est-à-dire qu'il a fallu que je l'entende pour que ça me fasse un choc. Ça m'a fait un choc énorme. Alors que, évidemment, c'est un pays arabe. Évidemment, c'est un pays où l'on parle arabe. Évidemment. Mais il m'a fallu ce moment, qui est un moment presque inaugural, si vous voulez, où j'entends un autre dire ça. Et quand il dit ça, j'entends quelque chose qui est dépréciatif. En tout cas, qui n'est pas aussi laudatif que ce que je pouvais imaginer, alors qu'à l'époque, je n'imaginais rien du tout. Hein, bon, mais bon, c'est cette pointe dépréciative qui m'a totalement cloué au pilori de la honte, si vous voulez. Et ça a été pour moi terrible. Mais en fait, il n'y avait aucune raison. Sauf que pour ces
pour ces gens, si vous voulez, je pense que arabe voulait dire Maghreb, Maghreb, Algérie, Algérie, guerre d'Algérie, colonisation, même Gégène, enfin bon, il y avait tout ça derrière, il y avait quelque chose, même le travailleur immigré, on était dans les années 70, hein, bon, c'était donc il y avait quelque chose de très très connoté, de très lourd. Je ne sais pas pourquoi je l'ai perçu et sans même vouloir l'analyser ou même le déconstruire, si vous voulez, parce que bon, j'avais quoi, 11 ans, ça m'a complètement terrassé. Et depuis, enfin, pendant ces premières années, c'était extrêmement difficile pour moi de dire Liban, parce que Liban égale arabe, arabe égale Maghreb, Maghreb égale colonisation, etc. Alors que le Liban n'a rien à voir avec une histoire de colonisation, alors que le Liban est un pays tout à fait singulier, puisque son arabité est quand même battue en brèche, si vous voulez, par la moitié du pays quand même. Bon, et donc, tout ça est très complexe. Bon. Mais voilà, ça semait en moi une graine de peur même, ou de soupçon. Et donc, je me suis gardé de parler de mon histoire. Et j'ai peut-être surévalué ce que j'allais devenir, parce que je n'avais aucune envie que cette histoire puisse être un tapis dans lequel j'allais me prendre les pieds. Voilà. Oui, dans le livre, il y a le titre, entre autres choses, intéressant, il y a Troublante identité. Et donc, pas identité troublante, mais troublante identité. Et puis, en lisant le livre, je me disais, tiens, où va apparaître le mot trouble? Et puis, en fait, on le trouve à la fin du livre, dans les dernières pages, sous plusieurs formes. Et je pensais aussi à Rousseau, et à un livre célèbre de Starobinsky sur Rousseau, qui s'appelle La transparence et l'obstacle. Et je me disais, donc, ce Paul le dit, il a fait un effort de transparence, effectivement, dans ce travail-là. Il y a visiblement, donc, je vais essayer de parler honnêtement de ce que, etc., je suis. Il y a vraiment quelque chose comme un obstacle dans votre vie, on le sent bien, et puis quelque chose qui vous ramène, mais finalement, ce ne serait pas le bon titre, effectivement. La transparence et l'obstacle, chez Paul Lodi, ce serait le mot trouble. Et là, j'aimerais que vous travailliez un petit peu ce trouble, ce mot trouble lui-même. Le trouble n'est pas la transparence, mais ça suppose la transparence quelque part. Et c'est pas l'obstacle non plus, oui. Mais c'est voilà, c'est entre les deux, c'est ailleurs, oui. C'est un peu compliqué par rapport à ces deux notions. Et pourquoi vous choisissez le mot trouble plutôt que peut-être bouleversante, perturbante, enfin, je sais quoi. Alors je vais... Douloureuse, enfin, oui, oui. Voilà. D'autant plus que trouble peut être même à la limite presque sexy, une femme troublante, enfin, vous voyez. Enfin, voilà. Et donc, ce mot est intéressant. Et c'est vrai. Vous le travaillez à la fin du livre. C'est vrai. C'est vrai qu'il est lui-même troublant, ce mot. Oui, voilà. Oui, parce qu'il est ambivalent, en fait. Il est ambivalent. Écoutez, en fait, le titre m'est arrivé après coup, en fait, lorsque je m'approchais de la fin du livre, et que c'est pour ça que je parle du trouble à la fin, parce que au départ, il avait un autre titre, ce livre. Il s'appelait Le problème avec moi. Et ce titre m'a paru un peu nombriliste. Un peu Pierre Bayard. Oui, le ton un peu amusant. Oui, et j'aime beaucoup Bayard. Oui. Enfin, bon, imaginez, parce qu'il me mettait moi en avant, etc. Et, enfin, en fait, je voulais aussi essayer d'élargir un peu le propos, essayer d'universaliser la question du trouble identitaire. Et donc, je me suis demandé comment j'aurais traduit en anglais le problème avec moi. Le seul titre qui aurait été possible, c'est The Trouble with Me, plutôt que The Problem with Me. The Trouble with Me, parce que, bon, il y a un tourment, quoi. Il y a un tourment, et ça s'est imposé encore plus lorsque je me suis dit, au fond, mais c'est quoi l'identité? L'identité, ça vous colle. Ça vous colle. Ça vous colle dessus.
ça colle à soi, quoi. Et puis on a envie de l'arracher de temps en temps. Et puis c'est pas facile à Capitaine décoller. Haddock. C'est pas facile à décoller. Alors, je me suis dit que c'était un peu visqueux, quoi. C'était un peu visqueux, l'identité. Alors, dans le trouble, il y a aussi cette épaisseur qui n'est pas transparente, qui est un peu faite d'une substance molle qui colle et qui bouge. Et donc, j'ai relu les pages de Sartre sur la viscosité dans L'être et le néant. Et là, j'ai été sidéré. Je les avais complètement oubliés. Je savais que Sartre avait parlé de la viscosité, mais j'avais oublié à quel point c'était pertinent. Et alors, il fait une analyse du visqueux qui reprenait absolument tous les termes du livre que j'avais écrit. Donc, j'étais très, très content de pouvoir identifier le trouble à cette matière un peu gluante et collante, qui fait que, en fait, comme dit Sartre, c'est une mollesse qui fait ventouse. C'est une très bonne formule, parce que l'identité, c'est toujours un peu mou, parce qu'on a du mal, en fait, à la cerner. Elle échappe un peu de partout. Quand on demande à quelqu'un, mais au fond, qu'est-ce que vous êtes ou qui vous êtes, on a toujours du mal à répondre. Et puis, on ne peut pas la cerner parce qu'elle-même se déploie dans des recoins que l'on n'imagine pas bien. Mais cette mollesse, elle fait aussi ventouse, c'est-à-dire qu'elle vous aspire à l'intérieur d'elle-même, puis on se sent empêtré dedans, quoi. On sait pas comment s'en sortir. Et donc, je me suis dit que troublante, c'était quand même mieux que visqueuse pour un titre, mais c'est quand même un peu plus élégant. Mieux que la nausée, peut-être. Oui, voilà. Mais ça allait bien. Oui, il y a ouais. quelque chose comme Voilà. ça. Alors, en lisant le livre, vous parlez un peu de Sartre, ce qui me frappe, entre autres choses, c'est qu'il y a une sorte de bibliothèque, et même une sorte de cinémathèque presque dedans, qui se promène dedans, parce que au lieu de faire un livre qui serait, on va dire, un petit peu comme un Ierno, de ce point de vue, et donc je dénude en quelque sorte ma culture, vous procédez avec, il y a Thomas Bernhardt qui se promène dedans, il y a Philippe Roth, il y a des films, ça finit alors de manière assez géniale, je trouve, à cause, non peut-être même pas à cause de la citation, mais à cause du titre du livre, sur Aragon, Blanche ou l'oubli. J'aime bien que la dernière citation soit tirée de Blanche ou l'oubli, parce que c'est un livre qui n'est pas un livre blanc, et un troublant justement, et justement sans oubli, enfin un truc comme ça, voilà. Et puis il y a aussi un type que j'aime beaucoup, qui est Michaud, qui apparaît en exergue au début, et puis je pense à des formulations de Michaud, il dit quelque part, au-dedans de moi, quel plancton, ou le moi, cette position d'équilibre. Et là, on dirait que vous avez besoin pour ce livre, et ça je trouve ça remarquable, pour penser vraiment votre cas particulier, et du coup on sort du cas particulier simplement, de passer par une littérature très vaste, disons au moins européenne, puisqu'il y a l'Autriche, il y a l'Amérique, enfin européenne, il y a l'Amérique, voilà. Et puis il y a le cinéma, et puis même dans le cinéma, c'est pas nécessairement ce qu'on appelle les grands films classiques. Vous allez chercher à droite à gauche, voilà. Donc il y a une espèce de paysage culturel, et il y en a pas trop parce qu'il n'y a pas 50 000 auteurs cités, voilà, mais il y a une vingtaine d'auteurs qui reviennent régulièrement et sur lesquels vous vous attardez, par exemple sur Roth, voilà. Oui. Alors, je vous remercie de me poser cette question parce que je crois que peut-être que la singularité de cet essai vient de cette manière d'aborder les choses. C'est-à-dire que, étant d'un caractère plutôt pudique, ayant une difficulté énorme à dire je me suis dit qu'au fond, peut-être, c'était mieux de le dire à travers d'autres jeux. D'autres prises de parole au singulier. Alors il y a les romans, bien sûr. Enfin, il y a un roman dans lequel je me suis retrouvé totalement de manière sidérante. C'est le roman de Thomas Bernhardt, Extinction, qui est le dernier livre qu'il a écrit, qui est une splendeur absolue, qui raconte justement l'histoire d'un homme qui vient d'une famille dont il a honte, qui possède un domaine qui est en lui-même un état,
et qui en hérite et qui ne sait pas quoi faire avec cet héritage. Et donc, je me suis coulé dans les mots de ce narrateur pour expliquer ce qui m'arrivait. Mais j'ai fait ça aussi avec les films, vous avez raison. Ce qui arrive exactement dans le roman de Thomas Bernhardt, peut-être tout le monde ne l'a pas lu, Oui. voilà, parce que vous en parlez assez longuement, très bien, mais qu'est-ce qui se passe dedans? Bon, alors, ce qui se passe, c'est que cet homme est en rupture avec sa propre famille. Il trouve que la famille a fait des compromissions pendant la guerre, évidemment. Et donc, il hérite du domaine familial il en hérite avec ses sœurs. À l'occasion de la mort de ses parents, qui sont morts dans un accident de voiture. Et donc, il se retrouve avec ce fardeau, le fardeau du passé. Un passé qui est à la fois le sien, mais qui remonte à d'autres générations avant lui. Et donc, ce fardeau lui est absolument insupportable. Il cherche la solution pour se débarrasser de ce fardeau. Et donc, il le revisite entièrement dans le livre, c'est-à-dire qu'il raconte ce dont il est question, mais il finit par le donner à un ami qui se trouve être juif et qui représente pour lui celui qui n'aura jamais collaboré de près ou de loin à l'ignominie autrichienne. Et donc le livre raconte ça, et raconte ça avec une très grande violence. Et j'avais besoin moi-même de cette violence que je n'osais pas emprunter. Et je l'emprunte par procuration, si vous voulez, à travers la manière dont je raconte le roman à l'intérieur du livre. Est-ce que j'ai répondu? Oui, ça va. Voilà. Oui. Et puis il y a le cinéma. Alors le cinéma, alors il y a le Parrain d'abord. Le Parrain est très important pour deux raisons. Alors il y a d'abord, vous avez tous vu le Parrain, hein, j'imagine. Alors il y a le Parrain 1 qui commence par la scène du mariage de la fille de Don Corleone, et arrive à ce mariage le dernier fils de la famille, celui qui en fait va devenir le futur parrain, mais il ne le sait pas à ce moment-là. Il est en rupture avec sa famille. Il arrive dans son habit militaire américain, donc une manière de signifier « je ne suis pas de ce monde-là », je n'appartiens pas à ces gens-là. Il vient avec une fiancée américaine pur sucre, et il dit à cette petite amie qui est là et qui lui dit mais c'est ta famille, tout ça. Il dit oui, ça c'est ma famille, mais ce n'est pas moi. Alors cette phrase est très importante parce qu'elle va structurer absolument tout le récit ultérieur, mais je raconte la scène et je la décris, je la commente en fait, et vous comprenez pourquoi, hein. Vous avez bien compris. Je ne vais pas aller plus loin. Mais ensuite, dans le Parrain numéro 3, ce même Michael Corleone, joué par Al Pacino, qui est devenu donc le parrain et qui est fatigué, qui est un homme au bord de l'épuisement, qui n'en peut plus, mais qui voudrait en fait se débarrasser de ce deuxième fardeau qu'il a pris sur ses épaules, non pas le fardeau de son histoire, mais le fardeau de son devenir. C'est ça qui est tout à fait intéressant. Et qui essaye donc de pactiser avec l'Église en faisant un don extraordinaire. En quelque sorte, il cherche une forme de rédemption.
et cette rédemption, en fait, elle est impossible. Elle est impossible. Et donc, il est ramené dans une guerre de clans à l'intérieur des différents clans de la mafia, à son corps défendant. Et donc, il a cette autre phrase qui est très forte. Au moment où je pensais en sortir, on m'a ramené dedans. Et donc, ce sont des illustrations, hein, vous avez bien compris, mais j'essaye de rendre le livre agréable à lire à travers ces descriptions, parce qu'elles reflètent en fait une histoire qui n'est pas uniquement la mienne, qui est en fait celle de tous, mais qui s'est retrouvée magnifiée par certaines œuvres. Alors il y a aussi le film Ali. Vous voulez qu'on finisse là-dessus? Moi, j'avais jamais vu ce film. Voilà. Alors Ali est un film de Michael Mann, un film américain qui raconte la carrière de Mohamed Ali. Bon. Et le film est fait de 3 parties. Et la dernière partie raconte le fameux combat de boxe qui a eu lieu à Kinshasa en 1975 contre George Foreman, qui a été d'ailleurs le premier événement sportif mondialisé grâce à la télévision. Donc c'est un événement considérable et donc à la faveur de ce match de boxe qui est compté pour les championnats du monde, Ali était censé récupérer son titre de champion du monde. Bien. Le film consacre une séquence de 5 minutes, ce qui est assez long hein, dans un film, une séquence muette où il n'y a aucun dialogue, dans laquelle on voit Ali, qui est joué par l'acteur américain Will Smith, sortir de son hôtel pour faire un footing et pour s'entraîner en vue du match à venir. Très bien. Donc il est suivi par ses coachs qui sont dans une camionnette et lui il court et il traverse les rues de Kinshasa qui sont des rues comme on peut l'imaginer dans une ville africaine, avec de la terre battue, avec des cases, avec des petites ruelles sales, mais très solaires en même temps, avec énormément de monde. Et il court. Et puis il est entouré par des jeunes qui hurlent autour de lui. Ali Boumaye, ce qui veut dire dans le dialecte congolais, Ali, tue-le, Ali. Hein, c'est-à-dire tue Foreman. Alors pourquoi? Parce que Ali, contrairement à George Foreman, avait changé son nom. Il avait refusé de porter son nom d'esclave. Hein, donc il était devenu Mohamed Ali, il s'appelait Cassius Clay, et donc il a fait une première démarche, qui est une démarche dans laquelle se retrouvaient les Africains. Mais il n'était à ce moment-là qu'un Américain en Afrique. Il court en tant qu'Américain qui a maille à partir, évidemment, avec l'histoire américaine, mais il n'est pas encore un héros africain. Il n'est pas encore celui qui va se reconnaître comme porteur de la cause noire mondialement. Bon, donc il court, et puis il est entouré de ces jeunes, et il voit que sur les cases, il y a des graffitis qui parlent de lui, qui le représentent. Il est un peu étonné de cette discrimination que les Africains font entre lui et George Foreman, alors qu'ils sont tous les deux noirs. Hein. Bon. Mais il court, et puis progressivement, et c'est ça qui est très très beau dans la scène, c'est qu'il prend conscience, que il est
il est identifié autrement. Il est identifié autrement. Qu'on le regarde autrement que lui-même se sait être. Lui-même, d'un coup, est aspiré dans une histoire qui le dépasse. Et donc, au terme de ce footing qui dure 5 minutes, avec le génie de la caméra de Michael Mann, on comprend ce qui se passe dans sa tête. Quand il arrêtera de courir, il sera déjà un autre homme. Il aura une autre mission que celle d'être en Afrique uniquement pour regagner un titre et gagner du fric. Il va en quelque sorte épouser une cause qui lui est assignée de l'extérieur et dans laquelle lui-même va se reconnaître. Donc cette scène qui est absolument extraordinaire et bouleversante, je la décris longuement dans le début du livre parce que, en fait, elle dit quelque chose de ce qui m'est arrivé. Pas que je suis boxeur ou que je veuille devenir champion du monde, c'est que lorsque je suis arrivé à 10 ans en France, qu'est-ce qui s'est passé pour moi ? Il s'est passé exactement ça. On m'a dit « tu es français ». Et je me suis reconnu comme Mohamed Ali a entendu « tu es africain », alors qu'il n'avait jamais mis les pieds en Afrique de sa vie. Bon. Il a entendu « tu es africain ». C'est ton devenir, comprends-le et tu as une mission. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que derrière toute désignation, il y a une assignation. Et que cette assignation, on peut ne pas l'entendre parce qu'elle fait peur aussi, parce qu'elle engage, parce qu'elle oblige. Mais on peut aussi l'entendre. Mais à ce moment-là, quand on l'entend, on est en quelque sorte aspiré. Et c'est terminé. Et c'est aussi aliénant que le reste. Je voudrais que vous sentiez que tout est ambivalent, que rien n'est simple, que même une assignation comme celle d'Ali, elle n'est pas simple, parce qu'il ne pourra jamais finalement se départir de cette assignation. C'est terminé, son sort est scellé. Quand il va monter sur le ring, 3 mois plus tard, il ne va pas monter sur le ring en tant qu'Américain, il le sait. Il va monter comme un héros de l'Afrique, contre un Américain. Alors qu'ils sont tous les deux Américains et qu'ils ont tous les deux la même histoire. C'est ça qui est étonnant. Et donc cette scène raconte ça dans le film, et c'est une scène absolument somptueuse, comme l'ensemble du film d'ailleurs. Enfin, je vous recommande sa vision, mais cette scène en particulier dit beaucoup de ce que c'est que l'identité. L'identité, c'est une désignation qui vient le plus souvent de l'extérieur et qui a en quelque sorte une connotation d'assignation, donc une forme de mission à laquelle il faut s'accorder, plus ou moins bien. Voilà. Et je pense que c'est une bonne illustration de ce qui m'est arrivé. C'est essentiel dans le livre, ce qui Ouais. m'est arrivé. Ouais. Peut-être la salle est peut-être non pas assignée à interroger, mais invitée peut-être, si voilà, le micro peut circuler. Voilà. J'ai envie de partager très aisément avec vous. Peut-être êtes-vous un homme en capacité de comprendre ce que vivent les femmes. Vos références sont beaucoup les hommes, et je suis peut-être, à la lecture de ce que vous venez d'évoquer, une femme qui vous renvoie, en tout cas qui vous adresse plutôt, que de vous renvoyer plutôt vous accueillir, que ce que vous vivez à partir de ce trauma de l'enfance,
parce que trauma il y a, probablement même une amnésie post-traumatique, au moins peut-être êtes-vous connecté avec ce que nous, les femmes, sommes en capacité de vivre et de partager. Pas de questions pour vous. Simplement vous accueillir. Je ne sais pas comment vous dire merci. Je ne sais pas comment vous le dire. J'entends ce que vous me dites et je l'entends, j'entends de l'intérieur. C'est très vrai. Il y a quelque chose de cela oui, je crois. Alors, c'est pas vrai que mes références sont strictement masculines, parce que dans le livre, il y a un personnage féminin. Il y a un personnage féminin qui traverse justement les affres dont nous avons discuté. C'est un personnage de roman, mais qui ne s'explique qu'à partir de sa féminité. C'est un roman de Philippe Roth qui, contrairement à ce que j'ai lu ici ou là, a admirablement parlé des femmes dans son livre, dans ses livres. Bon. Mais là, il y a un personnage féminin. Elle s'appelle Eve Frame. C'est dans un roman qui s'appelle « J'ai épousé un communiste ». Alors, c'est un personnage tout à fait complexe qui lutte contre la honte de soi, contre la haine de soi, en fait. Elle est meurtrie par la haine de soi parce que sa difficulté à exister l'a remplie de honte, et cette honte s'est muée en haine de soi. C'est un des processus terribles de la honte. Quand on ne combat pas la honte, c'est-à-dire que quand on n'a pas honte de la honte elle-même se mue en haine de soi. Et cette haine de soi est comme une sorte de dernier cliquet où le verrouillage enfin, se produit, et il est très difficile d'en sortir après. Mais je le dis pour rendre hommage à ce personnage absolument magnifique du livre. Mais ça ne répond pas à votre question, qui n'était pas une question. Mais si vous avez eu cette réaction, j'ai l'impression que je n'ai pas démérité. Merci. Bonsoir. Je voudrais bien dire que moi aussi, j'étais un petit peu choquée. Vous avez nous dit que votre professeur, il a dit, voilà, le nouveau élève, et il est de Liban, et c'est un pays arabe. Et ça m'a choqué maintenant, parce que c'est vrai, c'est un pays arabe, je ne sais pas depuis quand, mais pour moi, et peut-être je suis venue ici, le Liban, c'est le pays de Gilgamesh. Vous connaissez le Gilgamesh? C'est des cèdres, le pays des cèdres. Et bon, c'est connecté avec le Gilgamesh. C'est l'Irak. Pas de Liban. Non, c'est un mythe mésopotamien. Pardon. Mais si c'est pas comme ça, j'ai pensé c'était en Liban. Et les cèdres, certainement. Oui, le grand aussi. Absolument. Mais c'est aussi la région où la culture des Juifs et des chrétiens s'est développée. C'est vrai. Et pour moi, c'est paix pour l'identité de Liban. Vous avez beaucoup raison. plus qu'aujourd'hui. C'est vrai. C'est un pays arabe. Mais j'ai une question aussi. Allez-y.
Je veux vous dire que Posez la j'ai question. associé Oui. comme ça. Et une question, pardon mon français, question éthique, esthétique. Est-ce que c'est pour vous le même, comme Ludwig Wittgenstein a dit, Ethik und Ästhetik sind eins, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de différent? Merci. Ce sont deux énormes questions. Alors, la première question, quand même, j'aimerais dire que dans la représentation que nous avons généralement du Liban, c'est que c'est un pays pluricommunautaire, où il y a beaucoup de communautés. Il y en a 18, en fait, qui cohabitent. Et ce pays a été construit autour de cette idée-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de mettre ensemble des communautés confessionnelles, parce qu'elles sont toutes religieuses, ensemble pour créer une nation? Le problème, c'est que ce pays a 100 ans aujourd'hui et qu'il a quand même passé la moitié de son temps dans des guerres fratricides. Ce qui remet en question la viabilité de ce concept originaire qui a donné naissance au Liban. C'est quand même un pays où la guerre a régné, si vous voulez, et très fortement. Très fortement. La guerre fratricide, c'est-à-dire entre Libanais. Bon. Alors, c'est un modèle qui est idéal sur le papier, mais dans la réalité, malheureusement, il a fait 500 000 morts. Bon, ça fait beaucoup. Alors voilà ce que je peux répondre à cette manière de voir le Liban. Oui, moi j'aimerais bien qu'il y ait un pays qui puisse vivre pacifiquement, mais ce n'est pas si simple que ça. En tout cas, il n'a pas trouvé, lui, la formule encore. Il n'a pas trouvé. Bon. Pour ce qui est de l'éthique et de l'esthétique, alors là, c'est une vaste question. Je ne pense pas que ce soit le même sous tous les rapports. Il y a un rapport sur lequel c'est le même, mais sinon, il y a une tension entre les deux. Et cette tension entre l'éthique et l'esthétique, elle est importante. Elle est importante. Il ne faut pas nier cette tension entre le bien et le beau. Il ne faut pas diluer en quelque sorte le bien dans le beau. Il ne faut pas non plus que le beau soit uniquement dédié au bien. Il y a une tension entre les deux. Il y a une tension entre les deux. Et cette tension, en fait, elle est extraordinairement féconde. Je vous donne un exemple. La question du lien entre les deux et de l'identification des deux se retrouve autour de la question pourquoi créer ? Pourquoi créer ? Pourquoi est-ce que l'être humain sent une sorte d'aspiration profonde à créer ? Est-ce que la création est un propre de l'homme, comme on dit ? Est-ce que c'est une forme d'identification de son humanité, d'être en capacité de créer ? Alors créer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire surgir quelque chose à partir de rien. Quelque chose qui n'existait pas auparavant et qui existe d'un coup. Bon. C'est ce qui se passe quand on fait un tableau, c'est ce qui se passe quand on écrit un livre. Il n'existait pas avant, il existe. Bien. Mais à partir d'un matériau déjà existant. La langue, la grammaire, la syntaxe, oui. Mais enfin, l'apparition de l'œuvre est
toujours en rupture par rapport à l'ensemble de ces matériaux. Bon. La question pourquoi créer est une question extrêmement énigmatique, mais elle a des ramifications éthiques très fortes. Ce qui se passe quand une création a lieu, c'est qu'elle trouve sa mesure en tant que création, c'est-à-dire quelque chose qui n'existait pas et qui existe soudain, dans l'élargissement du champ des possibles. Soudain, on a accès à des possibilités nouvelles. Des possibilités, par exemple, de sensations, ou des possibilités d'imagination et des possibilités d'intellection nouvelles. Une œuvre qui est véritablement créatrice va induire chez celui qui la reçoit une extension de ses possibilités que cette personne n'imaginait pas avant d'avoir accès à elle. Je pense que si on lit La recherche du temps perdu, par exemple, on va étendre ses capacités de sentir, étendre ses capacités d'imaginer et étendre ses capacités de penser. Il y a quelque chose qui s'agrandit à ce moment-là. Bien. Ça, c'est éthique pour moi. Cet élargissement du champ des capacités et des possibilités qui est lié aux facultés humaines, c'est ça qui est éthique. Ce qui serait non éthique, c'est le contraire. C'est la réduction de ces capacités-là. C'est le rabougrissement. C'est l'extinction des possibles. C'est le moment où l'on se dit « Ouf, je suffoque là, j'arrive pas à respirer ». Bon. Alors, en ce sens-là, éthique et esthétique ont partie liée. Ce sont les mêmes. Mais c'est un des aspects de la question de la création. C'est un des aspects. Ce n'est pas le tout. Et c'est pour ça que quand on énonce un axiome qui dit éthique et esthétique sont le même, on a l'impression qu'il n'y a pas de dehors, si vous voulez, qu'il n'y a pas aussi un champ où ce n'est pas le même. Voilà. Est-ce que je me suis bien expliqué? Bon, il faudrait du temps sinon. L'identité et la singularité, ça n'est pas la même chose. Oui, oui. Et moi, j'ai tendance à penser, mais je ne manipule pas trop les concepts philosophiques, mais que c'est à partir de nos identités multiples, puisque chacun de nous est un faisceau d'identités multiples, que nous construisons notre singularité. Absolument. Mais la singularité ne sera pas réductible à l'identité, précisément parce que, exactement comme je le disais, du matériau qui donne naissance à la création, si vous voulez, la création sera toujours plus ce que la somme des matériaux qui l'ont fait exister. Et la singularité, c'est un peu ça. C'est-à-dire, au fond, il y a l'identité reçue. Bon, nous avons reçu une identité. Et puis, il y a la singularité que l'on devient. On ne naît pas singulier, on le devient, je dirais. Oui. Eh bien, peut-être nous allons mettre un terme à cette belle rencontre en remerciant la librairie Ombre Blanche d'avoir permis cette rencontre sur la troublante identité et Paul Audy d'être venu de si loin, du Liban, mais de Paris, par avion, etc. Mais bon, au fond du fond, on vient toujours du fond de l'Orient, voilà, où le...
le démon Umbaba se tient sur le mont Liban dans l'épopée de Gilgamesh. Hein, voilà. Il était poilu, etc. Voilà, c'est vrai. Voilà. Et donc, peut-être maintenant, je peux vous inviter à lire des livres de Paul Oddy, celui-là en particulier, et en plus à les acheter. Ce serait une très bonne idée. Le livre de Paul Oddy, Troublante Identité, est publié aux éditions Stock. Paul Oddy est également l'auteur d'une trentaine d'ouvrages, parmi lesquels Et j'ai lu tous les livres, Mallarmé Ceylan, chez Galilée, prix Henri Mondor en 2018, La riposte de Molière, publié chez Verdier en 2022, Le choix des monts, chez Galilée en 2021, pour les plus récents. Vous venez d'écouter à l'instant une rencontre animée par Yves Le Pestipon, enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 17 octobre 2022, réalisée et mise en onde par Radio Radio.
Merci.